Donc, vous voyez le R, c'est X, Y, Z. Et si on veut écrire explicitement, comme je vous ai dit la dernière fois sur les observables, je peux ne pas écrire R avec flèche, mais j'écris X, Y et Z. X, c'est la valeur propre associée à X. Y, c'est la valeur propre associée à Y. Et Z, la valeur propre associée à Z. Donc, la même chose pour P. On peut faire le même raisonnement que ici, en utilisant la propriété, vous aurez ici Px, ici P moins P'. Ici, donc, vous pouvez remplacer Px par P', et vous allez déduire que le vecteur de base que nous avons pris au départ ne sont que des vecteurs propres de Px avec la valeur propre Px. Et la même chose pour Py, c'est la direction, la composante, bien la projection de P suivant l'axe des Y. Et pour Pz, c'est la projection suivant l'axe des Z de valeur propre de Pz. Donc, vous voyez, donc P aussi, c'est une base orthonormée des quêtes propres communs à Px, Py et Pz. Donc, vous voyez P, je peux aussi là, au lieu d'écrire P avec flèche, je peux écrire Px, Py, Pz. Où Px veut dire que c'est la valeur propre associée à Px, Py, la valeur propre associée à Py, et Pz, la valeur propre associée à Py. Donc là, les opérateurs, donc parce que le système de vecteurs propres pour les opérateurs position et pour les opérateurs impulsion forment des bases de l'espace de Hilbert, alors on peut conclure que les opérateurs position et impulsion sont des observables. Donc voilà la première des choses que nous avons donc démontré que l'opérateur position et l'opérateur impulsion sont des observables. Maintenant, on peut parler, essayer de voir est-ce que si on veut chercher la position et l'impulsion de la particule quantique, est-ce qu'on a une base commune entre x et p, ou bien entre les x, ou bien qui nous permet de construire un écoque. Donc voilà, on va d'abord voir est-ce que ces opérateurs sont compatibles ou non. Donc si je vais changer un petit peu la notation pour me permettre d'écrire les relations de commutation d'une façon compacte, je vais noter x par R1, y par R2 et z par R3. La même chose pour l'impulsion, les opérateurs, les observables d'impulsion, Px par P1, Py par P2 et Pz pour P3, comme P3. Donc, si je calcule les relations de commutation, je peux démontrer que le crochet entre deux opérateurs position est toujours 0, quel que soit i, quel que soit j. Les commutateurs aussi entre les opérateurs, bien les observables d'impulsion est toujours égal à 0. Vous voyez, donc j'ai écrit i égale à 1, 2, 3. Donc vous voyez ici, donc c'est égal à 0. Mais si je prends un opérateur position et un opérateur impulsion, eh bien ce n'est pas toujours égal à 0, sauf si i est différent de g. Donc si i est différent de g, c'est-à-dire si je prends par exemple x avec py, ou bien y avec pz, ou bien quand ils sont différents, eh bien ça égale à 0. Mais quand i égale à g, ceci n'est pas compatible, donc c'est pas différent de 0, mais égal à i h bar. Et c'est par exemple, si vous prenez x avec px, eh bien c'est différent de 0. Donc x et px, ou bien y, py, z et pz ne sont pas compatibles. Et donc avec ces opérateurs, on ne peut pas construire un écoque. Alors, je peux démontrer, par exemple, x et px. On va considérer la représentation R et je vais calculer donc le commutateur xpx moins pxx entre R et psi. Donc, je sépare ici parce qu'il y a le signe moins, donc c'est linéaire. Donc, vous avez R x px psi moins R pxx psi. Donc, je peux, parce que x est un observable, donc il agit sur les bras c'est un vecteur propre aussi de x, avec la valeur propre x. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, je fais sortir le x. Alors que px, dans la base R, vous vous rappelez, donc ça, je peux le voir comme x',
psi', pardon, 4 psi', action de x sur psi, ça donne psi'. Et donc, je sais que l'action, donc en représentation R, c'est h bar sur i, la dérivée de x, de R, x psi. Là, donc, je sais, donc la même chose ici, c'est en représentation R, c'est h bar sur i, la dérivée par rapport à x de R psi, donc multiplié par x ici. Et là, c'est x, donc par définition, c'est x Rx. Et donc, je dois dériver toute cette quantité. Vous voyez, c'est la dérivée par rapport à x. Si je dérive, je laisse celui-là constant et je dérive par rapport à x, ça donne 1. Mais si je saute x et je dérive, donc j'aurai le même facteur qui est ici. Donc, j'aurai x multiplié par h bar sur i, la dérivée par rapport à x, Rx. Et donc, parce qu'il y a un signe moins, donc ces deux termes vont disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le terme où je vais dériver le x. Et quand je dérive le x, donc j'aurai h bar sur i, le produit scalaire R psi, avec h sur i et un signe moins ici. Donc, je peux faire monter le i ici, et le moins devient plus. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Là, h bar, pardon, ici, il y a un signe moins qu'il faut ajouter. Donc, je dois monter le i ici, et ça, le i disparaît. Et donc, je peux faire entrer, séparer cette barre en deux et voir ça comme étant i h bar 1 entre R et psi, l'élément de matrice de l'opérateur identité multiplié par i h bar entre R et psi. Et donc, vous aurez, si je compare cette relation avec celle-là, parce que R et psi sont quelconques, je peux dire que le commutateur xp est égal à i h bar 1. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Et en général, en mécanique quantique, vous allez, quand il s'agit d'opérateurs identité, et nous avons que, donc il faut toujours faire attention, il faut que entre les deux parts de votre égalité, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité. Si vous avez un opérateur à gauche, eh bien, à droite, il y aura un opérateur. Mais en général, on n'écrit pas le 1 parce que donc c'est un opérateur identité. Donc, ça veut dire que ici, toujours, vous avez h bar 1, mais dans les textes, dans les livres, on n'écrit pas le 1 souvent. D'accord? Donc, parce qu'on sait que c'est l'opérateur identité, par homogénéité. Alors, on va voir, donc, quels sont les époques possibles. Donc, si je prends, par exemple, x, y, z, c'est un ensemble d'opérateurs ou bien d'observables qui commutent. Leur vecteur commun, vecteur propre, à chaque triplet de valeurs propres de x, y, z qu'on note petit x, petit y, z, correspond à un seul vecteur. Parce que x, il est fixe, y est fixe, et z est fixe. Quand R est fixe, donc les trois sont fixes. D'accord? Et donc, vous avez à chaque triplet de valeurs propres, un seul vecteur propre x, y, z. Donc, vous avez l'ensemble x, y, z forme un écoque. Et bien sûr, j'ai mis ici 3 dimensions pour faire attirer votre attention que je travaille à 3 dimensions. Donc, mon vecteur a 3 composantes. Donc, j'ai 3 opérateurs ou bien 3 observables qui déterminent de façon exacte la position de la particule. Si je prends par exemple une seule ou deux, la troisième reste arbitraire, donc je ne peux pas fixer de façon exacte la position de la particule. Le z va rester toujours arbitraire, ou bien x, y vont rester toujours arbitraires, et donc dans ce cas-là, je ne peux pas avoir un écoque. Donc par contre, si je prends juste x ici, ou bien x, y, et je laisse le z arbitraire, eh bien, on n'aura pas un écoque. Pourquoi? Donc, si vous prenez x, valeur propre de x, vous la fixez pour cet ensemble seul, eh bien, y et z peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc, une infinité de valeurs, eh bien, donc, à chaque valeur, à une seule valeur, à x fixé de la position, il y a une infinité de vecteurs propres associés à ce valeur propre. Donc, il est dégénéré un nombre infini de fois. Donc, le x tout seul ne peut pas constituer un écoque. La même chose si vous prenez x et y, la même chose ici, le z va rester arbitraire. Donc, à un couple à x et y fixé, le z va rester quelconque. Et donc, vous avez une infinité de vecteurs propres associés à ce couple de valeurs propres x, y. Et donc, l'ensemble aussi de x, y ne peut pas constituer
un écoque parce que Z est quelconque. Alors là, je travaille à 3 dimensions. Si au contraire, je travaille à une seule dimension, j'ai une particule qui est en mouvement sur une droite, eh bien, le Y et le Z seront fixés d'avance. Donc, c'est une droite sur l'axe des X, eh bien, Y et Z sont toujours 0. Et donc là, X, à elle seule, est un écoque. La même chose si je travaille dans le plan. Je vais toujours fixer le Z. Et donc, mon vecteur propre, il n'y aura que 2 observables pour déterminer la position. Donc, à 3 dimensions, vous avez besoin de 3 observables. À 2 dimensions, vous avez besoin de 2 observables. À une seule dimension, vous avez une seule observable. Votre fonction d'onde à une seule dimension va dépendre seulement de X et pas de Y et de Z parce qu'ils sont fixés. Donc là, vous voyez, donc c'est un écoque. Donc, vous avez dans les 2 cas une dégénérescence infinie. Le même raisonnement, on peut le faire pour le Px et les observables d'impulsion. Donc, les 3, nous avons vu, ils sont compatibles. Et à chaque triplet Px, Py, Pz, il y a un seul vecteur unique. Donc, la base, il est unique. Donc, nous avons un écoque. Par contre, si je prends juste Px et je laisse Py, Pz arbitraire, donc Px tout seul ne forme pas un écoque. Si je prends Px et Py ou bien Px et Pz ou bien Py et Pz seulement, là aussi j'aurai toujours une variable qui reste arbitraire, une coordonnée qui reste arbitraire et là, donc je n'aurai pas un écoque. Donc, sauf si je travaille, bien sûr, comme j'ai dit, à une dimension ou bien 2 dimensions. Alors là, donc, j'ai besoin d'un opérateur, d'un observable impulsion. Ou bien, si je suis à 2 dimensions, j'aurai besoin d'un observable de 2 observables, pardon, pour décrire l'impulsion de la particule. Voilà, donc, je termine ici. Et je vous remercie. Donc, c'est la fin du chapitre 3. Et la prochaine fois, donc, on entamera le chapitre 4. Et merci.